qui est ambitieux en matière de développement économique, en matière de production de logements, un PLH aussi qui vient d'être adopté, donc là aussi ambitieux, mais on s'aperçoit quand on est responsable politique, c'est qu'on doit faire face à énormément d'incohérences. C'est-à-dire qu'il faut produire du logement et en produire beaucoup. Il faut faire du zéro artificialisation nette, mais à côté de ça, il faut intégrer la loi climat et résilience, c'est-à-dire de la nature en ville, c'est-à-dire la cohérence urbanisme-santé, enfin beaucoup de choses. Et si on rajoute en plus tout ce qui nous tombe un peu du ciel via l'État, c'est-à-dire les plans de prévention risque, risque incendie, risque inondation, risque submersion, risque technologique. Plus après, en centre-ville, une zone de protection patrimoniale à l'échelle de 480 hectares. Vous vous dites où est-ce qu'on va produire le logement, le tertiaire, l'économie productive dont on a besoin aussi. Donc voilà, je pense que le législateur, il est souvent dans une schizophrénie qui, en fait, quand elle doit venir s'appliquer, est compliquée pour des élus ou pour les services de la communauté urbaine ou de la ville à mettre en œuvre. En tout cas, l'intensification, elle est nécessaire, on n'a pas le choix. La production de logements, elle est nécessaire si on veut loger, évidemment, nos concitoyens, et en tout cas Marseille, les Marseillais. Chose qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on a un point mort à 3200. Je ne sais pas pendant combien de temps, dites-moi, parce que. Non, mais parce que, en fait, je peux parler longtemps, mais je préfère. Voilà. Non, mais voilà, je vais essayer de. On a un point mort qui est à 3200 logements. Si on ne produit pas 3200 logements par an, on ne gagne pas de population. Déjà, ça, c'est un postulat de base avec une cohabitation et tout ce genre de choses. Donc, il faut produire un peu plus pour pouvoir accueillir des nouveaux habitants parce que quand on est Euroméditerranée, qu'on a ce quartier central des affaires, qu'on accueille des directions nationales, des directions régionales, on accueille des nouveaux salariés qu'il faut aussi loger. Et c'est, à mon sens, le sens premier de la création de la ville, c'est-à-dire qu'il faut la créer de façon équilibrée, mais il faut la créer pour attirer aussi des richesses, pour pouvoir la partager avec tous les habitants de ce territoire, permettre aussi des organismes de formation pour permettre l'accès à l'emploi, enfin, tout ce qui fait évidemment la constitution d'une ville équilibrée. Et donc cette production de logements, elle est indispensable. On a aussi tertiaire à effectuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Euroméditerranée, par exemple, sur l'intérêt national, on a un taux de vacances en matière de tertiaire qui est quasi égal à 0. Là où, par exemple, la défense est à entre 8 et 10%. C'est-à-dire que nous, tous les bâtiments à vocation tertiaire qui sortent trouvent preneur. Et aujourd'hui, on voit bien que si on ne produit pas et qu'on a de la demande, on ne pourra pas y répondre. Donc voilà, on a ce besoin-là dans un écosystème qui est quand même assez complexe, parce qu'après, on vous demande à tous les opérateurs promoteurs de respecter toutes sortes de normes et d'ambitions. Sur Euroméditerranée, par exemple, l'équation, c'est arriver à produire par exemple, du logement qui soit abordable à toutes les populations. Et donc, on a sorti Marseille avec un prix moyen de sortie au mètre carré qui était à 3 000 € le mètre carré. Pour ce qu'on produit aujourd'hui sur les fabriques ou sur Marseille 2, on ne veut pas aller au-delà de 4 000 € le mètre carré tout en ayant des exigences de qualité, de performance énergétique, d'appartements avec des caractéristiques d'habitabilité très confortable. Donc voilà, c'est l'exercice qu'on demande aujourd'hui aux opérateurs. Donc voilà, on a quand même un environnement de contraintes, mais aussi on a un environnement qui est très enthousiasmant parce que quand on construit de la ville et sur des dimensions qui sont grandes,
enfin, territorialement, évidemment, c'est passionnant. Et puis, on est obligé de travailler avec tous les acteurs du territoire, bien entendu, d'échanger et de construire dans une collégialité qui soit acceptable pour tout le monde. En tout cas, sur la question de l'intensification, c'est la métropole Vincent Fouché qui s'en occupe, et on a eu la conférence en préfecture qui a rassemblé énormément d'acteurs pour pouvoir aussi faire passer cette idée d'intensification. Parce qu'on voit bien, nous, quand on va en réunion publique et qu'on explique qu'on va développer, soit à travers une ZAC, soit à travers toute forme d'opération d'aménagement de la ville et produire des logements, c'est de suite non. Donc, il y a de la pédagogie à faire parce qu'en fait, si on écoute les gens, ils veulent des espaces verts et des équipements publics. Et surtout pas les équipements à côté de chez eux. Donc, voilà, tout ça mérite qu'on discute et qu'on dialogue. Je pense que c'est indispensable et qu'on retrouve une acceptabilité au projet qu'on a souvent perdu. C'est-à-dire que on voit bien qu'au fil du temps, il y a de plus en plus de recours, il y a de plus en plus d'associations qui se créent, de défense, de plein de choses. Je ne porte pas de jugement du tout, mais ce qui veut dire qu'il y a une peut-être inadéquation entre l'explication du projet et ce que les riverains ou les habitants peuvent accepter, ou l'explication qu'on doit leur donner sur comment on développe la ville et pourquoi on la développe, c'est-à-dire arriver à faire sens. Et je pense que c'est ça qu'il faut expliquer, c'est-à-dire que quand on explique que derrière, on loge les Marseillais, que l'on peut loger les enfants des personnes qui sont dans la salle, qu'il y a aussi ce volet économique, on fait travailler énormément de corps de métier, toute la fédération du bâtiment pourrait plaider la cause, qu'on a du développement économique, c'est-à-dire qu'on attire des richesses, qu'on crée parallèlement des organismes de formation qui peuvent être la plateforme qui accueille des étudiants absolument pas diplômés, jusqu'à la cité scolaire internationale qui répond aussi à une attente. Et ben, voilà, c'est ce qu'on doit expliquer aux populations, aux associations, parce que l'acceptabilité du projet, elle est essentielle pour pouvoir avoir un déroulé de projet qui soit serein et qui soit accepté. Donc, ça serait parfaitement dans ce qui va suivre. Donc, on va faire une petite introduction avec Lady Assenbo sur l'essor des complexes urbains multifonctionnels, donc les formes innovantes et défis de l'intensification urbaine. On va vous présenter des exemples internationaux, mais aussi des exemples régionaux de cette intensification urbaine, dans l'objectif d'essayer d'établir un type de production de cette intensification. Et ensuite, on aura deux présentations, une présentielle distancielle, donc de Xavier Timbaud et de Vincent Fouché, sur l'intensification urbaine, un vecteur d'accessibilité décarbonée, et une seconde présentation sur la ville du quart d'heure, quadrature du cercle entre densité et proximité, de Ludovic Vert, responsable de l'atelier prospectif de l'OPA. Donc, rapidement, pour contextualiser dans quel cadre on s'inscrit cette conférence, globalement, il y a un défi qui est, comme l'a précisé Lorraine Scarlec, de défi sur la sobriété foncière et les enjeux énergétiques, climatiques et écologiques. Et donc, on a des programmes de recherche, notamment POPSU Transition, avec un programme sur 2024-2027 qui est principalement porté aussi par Vincent Fouchier. Et l'idée, c'est de faire des partenariats, donc notamment entre Aix-Marseille Métropole et l'État, avec une plateforme scientifique composée de chercheurs, de partenaires publics et privés. Et dans ce cadre, on a justement développé ce cycle de conférences organisé par l'ESPI2R et l'ANP. Et aujourd'hui, on est dans la troisième, vous l'avez compris, l'intensification urbaine, plus de proximité ou plus de congestion. J'en profite pour introduire la quatrième conférence qui aura lieu le 19 décembre. Et donc, elle aura comme nom l'intensification urbaine mal aimée ou désirée. De ces problématiques émanent plusieurs questions auxquelles, au fur et à mesure, justement, on essaye de répondre au fur et à mesure de ces conférences. Une première qui porte justement, et on a souligné dans un contexte de ZAN, comment on va répondre durablement aux besoins des habitants et des entreprises sans consommer plus d'espace naturel ou agricole, globalement par la densification et l'intensification. Qu'est-ce qu'intensifier veut dire?
Est-ce qu'il y a des différentes intensifications en fonction de la morphologie des territoires, des grandes villes, des petites villes, des métropoles? Ensuite, dans une perspective immobilière, comment on va intensifier soit les usages, soit les espaces ouverts, soit les pratiques? Et ensuite, quelles conséquences cette intensification sur le territoire pourrait-elle avoir? Ségrégation, fermeture, gentrification, plus-value immobilière, c'est des formes de conséquences de ces intensifications, notamment dans les exemples internationaux qu'on va souligner. Quelques rappels, on a déjà évoqué dans les différentes conférences, ne pas confondre densité, densification et intensification. Densité, c'est un rapport entre une quantité et une surface, population, emploi, bâti, mètres carrés de construction. La densification, deux possibilités, c'est soit on accentue la quantité, soit on fait de la même quantité sur une surface moindre, densifie. Et ensuite, on a l'intensification, où là, on a une densification par ajout de construction ou par un meilleur usage du bâti existant. Et aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à cet axe de développement. Pour ce faire, vous avez l'ADEME qui a proposé quelques éléments à explorer pour justement densifier et intensifier. Donc, mobiliser le foncier non bâti, recycler les friches, on va avoir quelques exemples de friches commerciales, notamment dans le Var, densifier et réduire la vacance, c'est deux éléments principaux pour lesquels on va donner quelques exemples. Donc, la mixité fonctionnelle, avec cette notion de complexe urbain multifonctionnel, notamment à l'étranger, et l'intensification des usages, autrement dit, au lieu d'avoir qu'un usage résidentiel, on va essayer d'insérer du commercial, du bureau, du loisir, etc., etc. Et on va voir quelques exemples, et le premier exemple va être un exemple international. Le premier exemple qu'on va donner, effectivement, c'est un exemple mexicain d'intensification urbaine où là-bas, eh bien, elle est entre autres réalisée par la multiplication des complexes urbains multifonctionnels, donc, dont nous pouvons ici observer un exemple. Alors, comment ça s'organise? Au premier plan de l'image à gauche, vous avez bien, des commerces avec des bureaux qui sont encore en construction au moment où la photo a été prise. Au centre, on a des restaurants et puis à droite, on a un bâtiment multifonctionnel, donc avec aussi bien des restaurants que des commerces et des bureaux à l'étage. Et au second plan de la photo, donc on a un zoom sur l'image de droite, se retrouve la partie résidentielle. Donc c'est de l'habitat multifamilial avec des aménités de loisirs, hein, donc c'est à destination des jeunes couples et aussi des personnes retraitées qui ont trop d'espace dans leur maison, mais qui quand même désirent des aménités pour recevoir leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça s'adresse à une classe sociale relativement aisée au Mexique. Alors, comment analyser cette forme urbaine multifonctionnelle? Eh bien, d'abord, il y a cette multifonctionnalité qui fait que sur quelques mètres carrés, on va avoir plusieurs usages qui vont être complémentaires dans le quotidien, c'est-à-dire que quand les bureaux ne sont pas utilisés, eh bien, ce sont les restaurants qui le sont, ou alors les commerces ou les logements. Et donc, on a sur un ensemble assez restreint, finalement, toujours un peu cette circulation du capital qui fait que le projet est davantage rentable. Et cette rentabilité, hein, elle ne peut avoir lieu que si le projet est détenu par une seule et même entité, hein, donc entre autres ici un promoteur, et ça va être une figure de promoteur, ce qu'on appelle promoteur intégré, comme il peut en exister aussi en France. Ce sont des entreprises qui financent les projets, qui font appel aussi à des financements extérieurs, qui construisent et puis qui vont garder en gestion une partie du projet. En l'occurrence, dans le cas des complexes urbains multifonctionnels, c'est la partie des logements qui est vendue. Par contre, tout le reste reste en gestion de cette entreprise de promotion. Donc, pour ça, il faut que cette entreprise ait la capacité financière d'acheter le foncier sur lequel le projet va être construit. Hein. Ici, on était, avant, c'était un ancien siège social d'une grande entreprise. Donc, pareil, hein, on est sur un projet de renouvellement urbain. Et le fait que ce soit détenu par une seule et même entité, ça va permettre d'y appliquer un règlement, donc, ce qui fait que ces ensembles sont entièrement privés. Alors, ils sont juridiquement privés, mais l'accès aussi
est restreint à différentes échelles. Hein. On a un accès au commerce et aux restaurants et aux bureaux qui est plus ouvert que l'accès au logement. Hein. Les logements ne sont accessibles que aux habitants et à leurs visiteurs, mais il y a la capacité de fermer le projet si le niveau de sécurité requis n'est pas atteint selon les critères des gestionnaires. Donc, c'est vraiment une nouvelle organisation de l'espace de vie qui est proposée dans ce type de projet, par la verticalité qui est proposée, par la proximité aussi. On est ici davantage piéton, ce qui est dans les métropoles latino-américaines entre c'est pas le plus populaire le cœur des métropoles et des quartiers d'affaires. Et puis, cette dimension hyper sécurisée liée au contexte national, mais qui arrive de plus en plus, en France. Donc, ces projets, ils proposent une nouvelle forme de produire la ville. Pourquoi? Eh bien, parce que ce sont des projets qui vont durer entre 2 ans et 15 ans les plus longs. En moyenne, c'est entre 5 et 8 ans. Et donc, c'est une projection dans le futur de la part des promoteurs immobiliers ou des opérateurs privés. Et en ce sens, c'est relativement nouveau. La ville, le temps de la ville, on le sait, c'est le temps long, alors que le temps des opérateurs privés, c'est plutôt de raccourcir les délais puisque c'est un levier de rentabilité. Donc, en fait, on est vraiment face à une logique d'action qui est différente dans la production immobilière. Alors, comment les opérateurs privés répondent à ces exigences de rentabilité? Eh bien, ils font de ces projets des symboles de modernité atteints grâce à la verticalité des tours, et puis par la présence de marques internationales et notamment du secteur du luxe. Et puis l'hypersécurité est aussi un moyen de vendre les projets plus chers. Par exemple, Renaud Leroy montre qu'aux États-Unis, une maison en Californie vendue dans un quartier fermé peut être vendue jusqu'à 30% plus cher que dans un quartier ouvert. Donc on a cette notion de sécurité qui se diffuse, comme c'est le cas à Marseille aussi, à l'échelle plutôt des rues. Et enfin, la localisation, elle est aussi primordiale dans ce type de projet. Pourquoi? Parce que ce sont des projets qui sont extrêmement coûteux, ils nécessitent une certaine architecture, une certaine ingénierie, et donc on va les trouver forcément dans les espaces ou dans les quartiers métropolitains, à forte plus-value immobilière ou de vie des ménages et le plus aisé. Donc, on a ainsi 32 complexes qui sont construits dans la zone métropolitaine de la capitale, à Mexico. On en a 8 dans la 2e ville économique et puis 6 dans la 3e zone métropolitaine du pays, donc à Guadalajara. Les 33 autres se répartissent à l'échelle du pays. Ce sont aussi des complexes urbains multifonctionnels liés au tourisme. Donc, c'est un secteur qui est particulièrement fructueux au Mexique. Donc, voilà. C'était un rapide exemple pour vous montrer comment une nouvelle forme urbaine illustre finalement l'intensification, et c'est une forme sur laquelle on peut observer des similarités par rapport à celles qui se développent dans le sud de la France. Donc on revient à un échelon plus local avec les exemples de projets en termes d'intensification urbaine, de tailles différentes, de budgets différents et de fonctionnement différents également. 2 projets, Babel Community, Marseille sur le Vieux-Port et l'avenue 83 à la gare de la métropole de Provence-Méditerranée. Ce sont des opérations, on va dire, d'intensification urbaine où l'objectif est, à partir d'un site de base, en l'occurrence par exemple sur Marseille et Babel Community, on était sur des galeries Lafayette, donc qu'un seul usage commercial. Et l'idée, c'est de partir d'un endroit où il n'y a qu'un seul usage commercial et d'en intensifier l'usage. Autrement dit, mettre des logements, mettre des bureaux, accentuer le commerce, etc. Mais autrement dit, intensifier l'usage, qui était une des petites vignettes proposées au début de présentation. Pour l'avenue 83 également, on part d'une zone où il y avait déjà un usage commercial peu développé ou sous-développé. Et l'idée, c'est davantage d'accentuer
les usages en mettant de la mixité fonctionnelle, donc toujours pareil, mélanger bureau, commerce, résidentiel. On va voir quelques exemples. Deux types de projets sensiblement différents. Un qui va plutôt être de la réhabilitation urbaine, l'autre plutôt du renouvellement. Donc destruction, reconstruction ou conservation partielle de certains bâtis. Et bien évidemment, les superficies sont différentes avec 8500 m² pour Babel Community et 90 000 m² pour l'avenue 83. Si on zoome un peu sur ces projets, on a aussi un mode de financement et un mode de construction qui est assez différent. Babel Community, partenariat public-privé avec la Caisse des dépôts, et Babel Immobilier Axis, qui détient justement le patrimoine immobilier. Donc, premier projet en 2017 à Marseille, puis Grenoble et Montpellier. Et ensuite, face à ce besoin et à cet engouement sur ce type de projet d'intensification urbaine, on a un joint venture qui est créé de plus de 200 millions d'euros entre ces deux sociétés, enfin deux organismes, la Caisse des dépôts et Babel Immobilier et Axis, pour développer les suivants sur tout le territoire. Et une des particularités de ce projet, comme des projets internationaux, c'est qu'on a une acquisition des murs et la gestion des projets immobiliers et on conserve pour l'actif des entreprises les murs. D'accord? Et ça, c'est assez particulier. Autre exemple, l'avenue 83, donc on part sur la zone entourée en jaune d'un bâti existant, d'une zone commerciale existante, un peu pour ceux qui connaissaient avant, sur un peu la fin, pas très fréquentée, et on part de cette zone où on veut intensifier absolument les usages. Donc, on part d'un partenariat, un poids des collectivités assez important. Donc, on utilise des SEM, les sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés mixtes, avec un poids des collectivités territoriales qui est extrêmement important. Et ensuite, on a un mode de gestion différencié sur le propriétaire de la partie commerciale et les logements, où on a justement ces promoteurs un peu intégrés qui construisent, qui vendent ou qui conservent le bâti, avec une partie commerciale conservée par des entreprises comme Alta et Prime, qui est détenue par des investisseurs institutionnels comme Alliance, et une partie des logements qui, globalement, est vendue soit aux particuliers, soit en bloc à des bailleurs sociaux. Et dans cet exemple-là, un peu moins le cas pour Babel Community, mais on a une importance de l'accessibilité des transports. On l'a vu dans l'exemple international. On a une piétonisation un peu de ces espaces, et en l'occurrence, pour l'avenue 83, c'est un peu similaire, où on met que du transport en commun dans cette zone, et on éloigne un peu la voiture, justement, de cette intensification. Donc, si on essaye de dresser une typologie un peu des modes de production de l'intensification urbaine, qu'est-ce qu'on observe? On a une intensification urbaine qui ne se fait quasiment que dans les territoires métropolitains, où la volonté principale, c'est la mixité des usages, résidentiel, bureau, commercial, service, loisirs. On essaye au maximum d'utiliser tout au long de la journée la superficie utilisée. On intègre l'importance du transport. On a deux solutions globalement, soit de la réhabilitation, soit du renouvellement urbain. Et donc, ça génère des projets d'ampleur assez différents. On a des types de projets sur la planification, y compris internationale, assez longs, donc 3 ans minimum, voire plus. Pour l'avenue 83, il y a des extensions qui sont prévues, avec justement une reconversion du bâti. On a des partenariats toujours publics-privés, ou alors des investisseurs institutionnels qui viennent abonder et financer ces projets. On a de plus en plus des groupes immobiliers intégrés, donc qui participent à la phase de planification, de construction et ensuite de vente, de conservation du bâti. Et on a donc ce type de gestion différenciée. Voilà, c'était un peu pour introduire ce propos sur les différentes formes d'intensification qu'on peut observer. On parle de proximité dans certains de ces exemples-là, de l'importance du transport, d'accord, et je pense que ça introduit assez bien les deux présentations suivantes sur cette notion d'accessibilité décarbonée et de propos sur la vie du quart d'heure, donc peut-être plus à l'échelle d'un quartier, d'accord, et de voir les formes d'intensification qu'on peut faire avec ces deux présentations-là et les conséquences que ça engendre. Alors, je vais vous parler d'un travail de recherche que nous menons avec Ville Vivante. Alors nous, c'est l'OFCE, pardon, l'OFCE à Sciences Po, avec Ville Vivante et en collaboration avec la métropole d'Aix-Marseille, et donc en particulier Vincent Fouchier qui pilote ce projet, et un travail qui prolonge des modélisations que nous avons faites par ailleurs dans d'autres territoires. Mais la ville de Marseille est pour nous un défi assez intéressant,
parce que c'est un territoire qui est grand, qui est vaste, qui est complexe et qui ouvre des questions assez passionnantes. Voilà. Alors, pour vraiment faire un résumé très brutal de ce qu'on fait, en fait, ce qu'on essaye de regarder, c'est comment, sur un territoire, s'articule la distribution spatiale des gens, c'est-à-dire l'endroit où ils habitent, avec la distribution spatiale des emplois, donc l'endroit où ils travaillent. Alors évidemment, les gens n'habitent pas dans une ville uniquement pour travailler, mais la dimension activité économique est quand même assez importante sur un territoire. Et notre intuition, alors qu'il faut évidemment pondérer et modérer, mais notre intuition est que, en fait, c'est vraiment cette interaction entre l'endroit où sont les gens et l'endroit où ils travaillent qui structure le territoire. Alors, je vous disais que l'agglomération d'Aix-Marseille-Provence est une agglomération intéressante parce que justement, en fait, elle introduit beaucoup plus de richesse dans cette articulation spatiale parce que c'est un territoire où peut-être le motif travail n'est pas le seul qui soit très important. Il y a aussi l'accès, il y a la proximité de la mer, l'accès à la nature. C'est peut-être des choses qu'on observe moins à Lyon ou à Paris finalement, qui sont des zones plus tournées vers uniquement l'activité économique ou les activités de consommation des services produits. Et que le territoire de Marseille est un territoire qui dénote un petit peu de ce côté-là. Mais bon, même si ça dénote un petit peu, il y a quand même cette idée que l'emploi est quand même un élément de structuration très important. Et puis, ce qui est intéressant et important, c'est qu'entre l'endroit où sont les gens, l'endroit où ils travaillent, bah, il y a ce qui leur permet de se déplacer, c'est-à-dire à la fois les réseaux de transport et les modes de transport. Et en fait, quand on parle mode de transport, on parle voiture ou pas voiture. Et si on parle voiture ou pas voiture, il y a un angle qui est intéressant, qui est l'angle des émissions de carbone. La voiture est le mode de transport qui émet le plus de carbone par kilomètre parcouru. Dans une première approximation, on peut même négliger en fait les émissions de carbone liées aux autres modes de transport, en tout cas ceux qui ne sont pas individuels, donc le transport collectif, ou ceux qui sont les mobilités douces, le vélo ou la marche à pied. Voilà, et ça nous permet d'aborder cette question sous un angle qui est le bilan carbone, mais qui va permettre de pouvoir dire et voir un certain nombre de choses. Alors vous voyez, on est un peu dans un entonnoir, c'est-à-dire qu'on effeuille la richesse et la complexité d'un arbre en enlevant un certain nombre d'éléments pour essayer d'y voir quelque chose. Donc on a bien conscience de ce processus un peu simplificateur qui écarte certaines dimensions. On en a tellement conscience qu'on veut ensuite remettre toutes les feuilles pour avoir l'arbre complet. Mais c'est quand même intéressant de faire cette descente sur la mobilité liée au travail, la simple articulation lieu de résidence et lieu d'emploi, qui va déjà nous raconter une chose intéressante. Alors, vous avez là des cartes qui présentent un concept qui est l'accessibilité. Donc, l'accessibilité, c'est imaginer que je pars d'un endroit. La question que je me pose, c'est je veux accéder ici en transport en commun à 100 000 emplois. Combien de temps il me faut en partant d'un endroit? Alors, ces 100 000 emplois, ils peuvent être dans n'importe quelle direction. Si je suis près du centre-ville de Marseille, je vais pouvoir utiliser plein de modes de transport, à pied, en vélo, en transport en commun, en voiture. Et comme les emplois sont assez concentrés, plutôt dans le centre-ville, en un temps court, je vais pouvoir accéder à beaucoup d'emplois. Donc ça explique pourquoi les zones de centre-ville sont bleu plutôt foncé sur cette carte. Si je compare à Paris, vous voyez que les zones bleu foncé sont à la fois plus foncées et plus importantes qu'à Marseille. C'est lié à deux éléments. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup plus d'emplois à Paris. Et donc, c'est cette dimension productive et d'emploi qui apparaît ici. Et puis ensuite, Paris a un des systèmes de transport en commun les plus efficaces du monde, qui par ailleurs dessert extrêmement bien tous les emplois là où ils sont concentrés.
les concentrations d'emplois dans l'Île-de-France, c'est surtout sur la partie rive droite ici, le secteur de la Défense, le secteur du 15e arrondissement par ici les Moulineaux. Il y a quelques communes de périphérie, dont Montreuil par exemple, qui ont des densités d'emploi élevées. Bon voilà, donc de l'emploi assez concentré avec des réseaux de transport extrêmement efficaces. Et donc ça conduit à ce que dans beaucoup d'endroits de l'Île-de-France, même assez lointains, on accède en des temps relativement courts, ça veut dire moins d'une demi-heure, à plus de 100 000 emplois. Et si on compare les surfaces couvertes à Paris par rapport à celles couvertes à Marseille ou à Lyon, on voit effectivement une différence d'échelle assez importante. Alors, on ne s'est pas arrêté à cette notion. Là, vous avez une carte un peu plus détaillée sur la région marseillaise. Il y a tous les documents, les graphiques que je présente, ils ont déjà été présentés, ils sont disponibles sur différents supports. Vincent pourra vous donner toutes les références nécessaires. Donc, il y a plein de ces éléments qui sont facilement accessibles ou qui le seront prochainement. Donc là, c'est un élément un peu plus détaillé du territoire. Voilà. Le territoire d'Aix-Marseille-Provence, si vous le savez, il pêche par un système de transport en commun qui est relativement peu développé et par ailleurs par un territoire qui est extrêmement étendu et dans lequel le mode de transport principal, c'est la voiture, parce qu'en fait, quand vous allez d'Aix à Marseille, hormis les questions de congestion, c'est à peu près le seul moyen de transport possible. Alors, on est allé un peu plus loin. Bon, je vais vous épargner les dimensions vraiment très techniques, mais juste pour vous donner quand même un peu une idée de la méthodologie, on est allé très loin et plus loin dans la modélisation pour passer de cette notion d'accessibilité aux emplois, qui est un potentiel, à quelque chose d'effectif dans lequel on va pouvoir prendre en compte beaucoup d'éléments. Donc, on prend en compte comme élément l'endroit où sont les gens, l'endroit où ils vont travailler, les flux qu'il y a d'un endroit à un autre, en utilisant une source de données qui est celle du recensement, les mobilités professionnelles, et qui nous donne les flux d'une commune à une autre commune, mais en utilisant aussi les enquêtes mobilité, par exemple l'enquête mobilité certifiée CEREMA, pour avoir une idée des comportements. Alors les comportements, c'est quoi? C'est suivant que vous êtes riche ou pauvre, suivant que vous avez des enfants ou pas, vos comportements de déplacement, le nombre de déplacements que vous faites dans une semaine pour aller au travail, la complexité de ces déplacements, est-ce que vous passez par l'école ou pas, le mode de transport que vous utilisez, est-ce que vous allez plutôt y aller à pied ou en vélo ou en voiture, ça va dépendre évidemment de la distance que vous parcourez, mais pas uniquement de cette distance, ça va dépendre aussi de est-ce que vous avez une voiture, de est-ce que vous avez des enfants. Donc tous ces éléments sont pris en compte et sont surtout élaborés à partir d'enquêtes qui nous donnent une photographie assez précise de ces éléments-là. Et donc, on mélange tout ça, et on mélange tout ça pour arriver à pouvoir produire ce genre de carte. Alors ici, c'est pour le territoire de La Rochelle. Sur le territoire de La Rochelle, vous voyez, c'est ici les émissions de CO2 qui sont liées aux mobilités professionnelles quotidiennes sur le territoire de La Rochelle et qui sont imputées au carreau de résidence. Donc, ce que ça vous dit, c'est que les gens qui habitent dans les carreaux du centre de La Rochelle, ici, émettent moins d'une tonne de CO2 par an, par actif, au titre des mobilités professionnelles, alors que quand vous allez dans cette zone périphérique du territoire, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais enfin bon, c'est la partie qui est à droite de la carte, ces émissions peuvent monter à 3 tonnes par an par adulte. La méthodologie qu'on emploie, elle nous garantit que la valeur moyenne correspond à ce qu'on mesure, en tout cas la méthodologie couramment admise pour calculer l'impact carbone des mobilités. Et la méthode qu'on emploie, elle nous permet donc de garantir le respect de cette moyenne, mais en même temps de pouvoir estimer, évaluer sa répartition spatiale et sa variance spatiale. Et c'est assez intéressant parce que vous voyez que sur un territoire, cette variance spatiale, elle va dans un rapport de 1 à 3. Alors, j'imagine que Vincent est en train de bouillir parce que La Rochelle n'est pas Aix-Marseille. Donc, je montre la même carte. Alors, en fait. Non, mais c'est une petite taquinerie que je fais à Vincent.
il n'aime pas que je parle de La Rochelle, mais c'est pour mieux préparer le terrain sur Aix-Marseille. La même carte sur Aix-Marseille, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a un peu les mêmes ratios entre le centre-ville, où on a des consommations qui sont très inférieures à 1 tonne. C'est même encore plus fort que pour La Rochelle, où il y a beaucoup d'endroits où en fait les modes de transport principaux, c'est le transport en commun, c'est la marche à pied ou le vélo. La voiture est peu utilisable quand vous partez du centre-ville pour aller dans le centre-ville. Et puis, vous avez cette autre partie du territoire qui est très vaste et qui, elle, est conditionnée à l'utilisation de la voiture et donc qui correspond à des taux d'émissions par an qui sont très élevés. Alors, évidemment, là, on regarde que les mobilités quotidiennes, donc on ne regarde pas ce que font les gens par ailleurs, quels sont leurs modes de vie, est-ce qu'ils émettent plus ou moins de carbone. En fait, il ne s'agit pas de dresser une carte des responsabilités et de dire ceux qui sont en périphérie sont responsables des émissions qui sont les leurs. Et s'ils habitaient en centre-ville, ils pourraient émettre beaucoup moins. Et donc, en fait, il faut les déplacer en centre-ville. Mais l'intérêt de ce genre de carte, c'est de pouvoir comprendre que la question des transports, et ici de transports contraints, en tout cas contraints par l'endroit où vous habitez, l'endroit où vous travaillez, est un élément extrêmement important dans le bilan carbone d'une agglomération. On parle de plusieurs tonnes de CO2 potentiellement par an, par habitant. Et quand vous savez que l'empreinte carbone complète, elle est de l'ordre de 9 tonnes par an, par habitant, en moyenne sur la France, en fait, ça vous dit que la mobilité, elle représente à elle seule une bonne partie de ces 9 tonnes. Et derrière la mobilité, il y a les enjeux de où sont les gens, où sont les emplois, comment fonctionnent les réseaux de transport qui les amènent d'un endroit à un autre. Et quand on combine tous ces éléments-là, on peut modifier assez fortement les émissions de carbone qui sont liées à la mobilité. Et c'est un levier qui est un levier absolument incontournable pour la décarbonation des modes de vie et en particulier des mobilités. Alors, il y a plein de façons de décarboner. On peut décarboner en remplaçant toutes les voitures fossiles par des voitures électriques. On peut décarboner en construisant des lignes de transport, mais ces lignes de transport sont soumises à des contraintes de rentabilité. L'achat ou l'électrification du parc automobile est aussi soumis à des contraintes de rentabilité. Ce n'est pas les mêmes gens qui payent, mais il y a quand même des gens qui payent. Et puis, on peut aussi regarder ce qui va se passer dans l'évolution du territoire. La décarbonation, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire demain, c'est quelque chose qu'on doit faire après-demain. L'horizon temporel, il est de l'ordre de plusieurs décennies. Et plusieurs décennies, ça veut dire qu'il y a un des leviers qui est la façon dont le tissu urbain va évoluer dans le temps. Donc, je vous montrerai des graphiques sur les endroits où sont aujourd'hui construits les logements. Et en fait, ce qui est intéressant et préoccupant, c'est que les endroits où sont construits les logements ne sont pas nécessairement les meilleurs endroits du point de vue de la décarbonation. Alors, toute l'analyse qu'on fait, elle permet aussi de traiter de la question sociale, parce que, évidemment, c'est une des dimensions qu'il faut prendre en compte dans cette dimension des décarbonations. Donc, vous avez là 2 graphiques, un pour La Rochelle, un autre pour Aix-Marseille-Provence, qui vous montrent ici sur l'axe des X le revenu, et sur l'axe des Y le nombre de kilomètres parcourus. Alors, vous voyez, à La Rochelle, il y a une configuration en éléphant avalé par un baobab, par un boa, qui correspond en fait c'est un hommage à Saint-Exupéry, qui correspond à un schéma dans lequel on a une structure de ville qui est concentrique, avec un immobilier qui est dense et cher au centre-ville, et puis un habitat périphérique, urbain, de gens qui, souvent parce qu'ils ont besoin de place, parce qu'ils sont des enfants, vont à l'extérieur de la ville pour pouvoir avoir des mètres carrés pas trop chers, mais acceptent des coûts de mobilité importants. Alors des coûts de mobilité en dépenses de budget mobilité, mais aussi en temps de trajet. Voilà. Alors évidemment, dans le schéma de décarbonation, c'est une dimension qui est extrêmement importante à prendre en compte, parce que ceux-là sont les plus exposés à la fois à l'augmentation, par exemple, du prix des carburants,
ou à l'injonction qui est faite d'électrifier sa voiture, parce que ça coûte cher et que ce n'est pas forcément ceux qui ont les plus grands moyens. Et en même temps, ce sont ceux sur lesquels les impacts sont les plus importants, parce que c'est eux qui font le plus de kilomètres. Et donc, on est pris dans ce ciseau. Alors, la configuration à Marseille est un petit peu différente. Le centre de Marseille, du fait de tout un tas de facteurs, dont un habitat dans les centres-villes qui est plutôt dégradé, en fait, a beaucoup résisté à la gentrification. Et donc, avec une densité relativement importante de ménages non riches dans le centre-ville, donc qui ont accès à la fois à un emploi, à des emplois pas trop loin, et à des moyens de transport importants, et puis des populations plus aisées qui, en fait, utilisent leur pouvoir d'achat pour aller accéder plutôt à la nature ou à la mer. Et donc, au lieu d'avoir la structure concentrique typique de La Rochelle, mais qui est aussi un petit peu celle qu'on retrouve à Paris, où l'arbitrage trajet, centralité joue dans le sens habituel, on a un schéma un peu différent à Marseille, qui est assez intéressant, même s'il évolue dans le temps et que les choses, encore une fois, ne sont pas aussi simples. Mais en tout cas, ça vous illustre qu'on peut et on doit s'intéresser à la question sociale dans ces éléments. Alors, après, j'en viens à la question du lien entre densité, congestion et décarbonation. Donc ça, c'est une suggestion extrêmement pertinente que nous avait faite Vincent, donc je l'en remercie parce que je pense que c'est très éclairant et que c'est une très bonne idée d'avoir fait ce graphique, dans lequel on a d'un côté mis ici, sur l'axe des Y, donc ici verticalement, les émissions de CO2 telles qu'on les a modélisées et représentées à un niveau donc géographique très fin. Ici, c'est pour chaque iris qui constitue le territoire. Et puis de l'autre côté, on a corrélé ça avec les pollutions telles que définies par Atmosud. Donc là, l'indicateur qu'on a pris, c'est celui qui s'appelle ICARE 365. Bon, c'est pour l'année 2022 qui peut servir de référence. Et donc, c'est un indicateur qui combine différents polluants. Il y a 4 polluants et qui sont calculés en valeur moyenne sur l'année. Donc, c'est un indicateur qui est relativement stable, justement, parce qu'il fait des moyennes, mais qui donne quand même une vision assez intéressante. Alors, cet indicateur, il est beaucoup relié au trafic automobile, qui est une source de pollution importante. Il n'y a pas que le trafic automobile dedans, il y a aussi, évidemment, toutes les autres activités industrielles qui peuvent intervenir. Donc, par exemple, les bateaux qui sont dans le port de Marseille et qui peuvent émettre des fumées. Mais il y a aussi une influence, un impact de la géographie et de la topographie, suivant les vents, suivant les éléments naturels qui arrêtent les vents ou qui canalisent les vents. Et donc, ça va modifier fortement, potentiellement, la pollution. Mais il y a quand même un lien assez fort avec l'automobile. Et ce que ce graphique raconte, c'est que, en fait, un des paradoxes du territoire, c'est que ceux qui subissent le plus de pollution sont ceux qui en émettent le moins. Et donc, ça vous montre bien que, en fait, une grande partie des pollutions réalisées sur le territoire sont précisément liées à son étalement. Et que, de ce point de vue-là, la densification a un impact positif. Alors, je ne vais pas vous dire il faut mettre tout le monde au même endroit et puis on n'en parle plus. Parce que, évidemment, c'est plus complexe que ça. Et derrière la densification, il y a d'autres problèmes, l'intensification ou l'intensification. Il y a d'autres problèmes, des problèmes d'acceptabilité en particulier. Et ils sont extrêmement importants et on ne peut pas les négliger. Mais il y a aussi cette dimension sociale qui est la question de la possibilité de choisir son logement ou pas, qui est évidemment plus facile pour ceux qui ont des moyens élevés. Bon, donc, mais malgré toutes ces questions, ce genre de graphique est quand même un argument important pour plaider l'intensification. Voilà. Et même si ça ne doit pas fermer le débat, et on ne peut pas tout voir à travers du prisme du bilan carbone, évidemment, c'est un élément important pour faire comprendre et faire avancer les débats sur ces questions. Alors, là, j'ai mis un peu plus grand la carte de pollution. Vous voyez qu'il y a quand même ce maillage lié aux axes autoroutiers qui est très fort, et puis à la densité. Donc, la pollution est aussi liée à la densité.
mais c'est aussi lié au fait que la densité automobile est aussi élevée là où les gens qui viennent de loin veulent aller, c'est-à-dire l'endroit où sont les emplois. Donc, il y a toutes ces dimensions qui interviennent dans le schéma, mais la question de la pollution et de la décarbonation est aussi un élément important. Alors, ça nous invite aussi à réfléchir, et c'est l'élément que j'ai mis dans la carte qui est ici, à la question de la densité des emplois. En fait, les emplois c'est quelque chose qu'on observe un peu systématiquement, sont toujours plus denses que les endroits où habitent les gens. Alors, c'est lié à différents facteurs, mais c'est vraiment lié au fait qu'il y a un effet très fort d'efficacité des emplois, donc d'efficacité productive, donc de productivité en fait de l'emploi, lié à l'agglomération des emplois. Et un grand magasin qui a beaucoup de clients est en fait plus productif par employé qu'un tout petit magasin qui a très peu de clients. Parce que les coûts fixes sont amortis, parce que le passage… Et ça, c'est vrai pour un magasin, pour une surface commerciale, mais en fait, c'est vrai aussi pour des bureaux, c'est vrai. Alors, on pourrait se dire, en fait, il y a des gens qui sont répartis un peu partout sur le territoire, il faudrait qu'on répartisse les emplois sur le territoire. Malheureusement, ce n'est pas si simple, parce que cette organisation spatiale, en fait, on ne peut pas forcer les gens à aller à l'emploi qui est près de chez eux. Et le seul moyen qu'on ait vraiment de garantir la réduction des distances entre les emplois et les habitants, compte tenu du fait que les emplois ont tendance à se concentrer, c'est de mettre le maximum d'habitants pas trop loin des emplois. Pas trop loin voulant dire soit près physiquement, soit près par le mécanisme, par les réseaux de transport qui vont rapprocher les gens et qui vont leur permettre d'accéder aux emplois. Voilà. Et que justement, dans cette articulation entre l'endroit où sont les emplois, l'endroit où les gens habitent, et ce qui les relie, les réseaux de transport et les modes de transport, on a un certain nombre d'éléments pour alimenter la réflexion sur l'impact à la fois du bilan carbone des mobilités, de la question des pollutions en général, et aussi, malgré tout, de la congestion. Une grande partie de la congestion vient en fait de ce que les gens viennent de loin et donc utilisent une voiture pour aller vers des emplois qui sont très concentrés. Et ça, d'une certaine façon, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire, quand les emplois sont très concentrés et les gens sont loin des emplois, c'est ça qui va fabriquer la congestion. Et ce n'est pas la densité en soi qui fabrique la congestion, mais c'est plutôt la densité des emplois et l'étalement des résidents et les distances liées à cet étalement. Alors, on a tout un programme de recherche. Alors, c'est aussi pour ça que je suis très heureux de venir présenter tout ça, parce que c'est un programme en cours. En fait, on est aussi vraiment à l'écoute des retours et des questions, éventuellement des choses qui vous choquent ou qui ne vous paraissent pas raisonnables, parce que ça nous permet aussi d'alimenter la réflexion et d'essayer de la développer pour la rendre plus convaincante, surtout quand vous n'avez pas été convaincu. Alors, ce qu'on a en magasin, on a encore beaucoup de choses à exploiter sur la modélisation qu'on a développée. En particulier, la modélisation qu'on a développée, elle nous permet de regarder, de faire le bilan pour un résident de ses mobilités. Mais ce qu'on n'a jamais regardé, c'est les conséquences que ça a en termes de flux. Parce qu'en fait, on modélise l'endroit d'où ils partent, l'endroit où ils vont. Et donc, on pourrait regarder les flux et les congestions qui sont induites, les mouvements qui sont induits, les flux traversants qui sont induits par ces mobilités. Et ces flux traversants, on peut ensuite les confronter soit à des données de comptage, par exemple, soit à des données de pollution ou de congestion qu'on peut avoir par ailleurs. C'est aussi assez intéressant parce que ça permet de pouvoir alimenter des réflexions sur et si j'augmentais mes réseaux de transport en commun à un certain endroit, qu'est-ce que je peux espérer en termes de réduction des flux si je développe l'emploi dans telle zone ou des zones commerciales ici ou là, qui sont un autre motif de déplacement, évidemment, je pourrais peut-être avoir un impact à la fois sur les émissions, mais aussi peut-être sur les effets de la congestion, c'est-à-dire disposer d'outils qui me permettent d'articuler justement une intensification de l'usage des sols, qui devient une ressource rare, avec la minimisation des nuisances qui sont associées à cette intensification. On doit évidemment affiner la connaissance des mobilités, donc ça aussi, ça fait partie du travail en cours.
En gros, il y a deux grandes branches. D'un côté, intégrer d'autres choses que la mobilité professionnelle, parce que la mobilité professionnelle ne représente qu'un tiers ou un gros tiers des kilomètres parcourus. Alors en fait, si on regarde les kilomètres parcourus en voiture, en fait, on a une proportion qui est quand même relativement importante des mobilités professionnelles. Mais il y a d'autres effets. On peut aussi évoquer, et c'est aussi important quand on veut discuter des questions de responsabilité sociale, ce qu'on appelle l'effet barbecue. Alors l'effet barbecue, c'est vous êtes riche, vous habitez près des emplois, vous avez peu de déplacements, donc vous pouvez apparaître vertueux, mais en fait, comme vous êtes riche, vous avez aussi une maison de campagne et donc vous avez beaucoup de déplacements le week-end pour aller faire des barbecues. Et il faut intégrer ça dans l'équation parce que la contrepartie de vivre en ville, l'appellation n'est pas de moi sur le barbecue, mais la contrepartie de vivre en ville, ça marche très bien pour des agglomérations comme Paris. La contrepartie de vivre en ville dans un appartement où vous êtes vertueux toute la semaine parce que vous utilisez le métro, c'est que vous allez utiliser votre SUV pour aller en Normandie tous les week-ends et faire 200 km aller, 200 km retour. Et au total, avoir un bilan de déplacement qui sera pire que celui qui utilise sa voiture tous les jours pour faire 20 ou 30 km quotidiennement. Alors, bon, l'effet barbecue, ça a été assez étudié dans la littérature. Généralement, ça ne suffit pas ça inverse pas du tout le diagnostic qu'on peut porter. Il y a un effet mode de vie aussi qui est assez important à prendre en compte. Donc, ça, c'est l'idée que plus vous êtes riche, plus vous avez une empreinte carbone élevée, ça, on le sait. Et donc, il faut voir que le lien entre votre niveau de vie et votre mobilité peut être contredit par cet effet mode de vie. Bon, ça, c'est affiner la connaissance des mobilités. Après, de l'autre côté, on a aussi un travail en cours sur l'utilisation. Alors, c'est un projet de recherche qui sort un peu du périmètre de Vinci cette fois-ci, qui est un projet de recherche dans une ANR avec Jacques Lévy, Jean Coldefy, pour utiliser les données de Fluvision d'Orange, les données de traces numériques qui vont permettre d'avoir une vision beaucoup plus fine des mobilités, de pouvoir faire aussi de la chrono-analyse sur les mobilités, c'est-à-dire de pouvoir regarder les mobilités en fonction du moment de la journée ou du moment de l'année, de pouvoir intégrer aussi les mobilités des gens extérieurs au territoire, donc tout ce qui est lié au tourisme dans une acceptation assez large. Donc c'est en lien par exemple avec ce que Jacques Lévy et Jean Coldefy ont fait sur la France habitée. On attend la réponse pour le projet ANR, mais on a bon espoir que ça puisse avoir lieu. Ça nous permettra d'avancer aussi sur ces questions et de pouvoir amener ces éléments sur la connaissance du territoire d'Aix-Marseille en Provence. Et puis, on a aussi en projet un travail plus spécifique sur la congestion, qui est un phénomène complexe, qui est aussi un phénomène assez complexe à mesurer, mais on espère aussi à la fois par ce travail sur les modélisations et sur les données à pouvoir apporter des éléments sur la façon dont on peut comprendre la congestion, enfin, en tout cas pouvoir répondre à ce ressenti important. Bon, souvent, quand je présente ces travaux et que j'explique qu'il n'y a pas la congestion, les gens me regardent avec des yeux écarquillés en me disant « mais comment c'est possible de parler de ça sans parler de la congestion alors que c'est un phénomène qu'on vit tous les jours ?» Et donc là, c'est toujours un peu compliqué de leur expliquer que ce n'était pas prioritaire dans l'analyse, mais qu'évidemment c'est important, mais c'est important, mais c'est relativement coûteux. Vincent en sait quelque chose. Et donc, on l'a mis dans la liste des choses qu'on va faire, on va le faire, mais ça demande un processus assez long de collection de ressources pour arriver à le faire. Alors, j'ai quelques autres éléments à vous montrer. Ça, c'est un graphique assez important qui vous montre sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence l'endroit où sont les logements, donc c'est les barres grises, avec un territoire, vous voyez, où il y a quand même pas mal de logements qui sont sur une accessibilité aux emplois inférieure à 30 minutes. Et puis, les barres vertes qui sont où est-ce que ça a été construit au cours des, on va dire, 8 dernières années. Et là, vous voyez qu'il y a ce phénomène qui est assez fascinant, qui est que s'il y a 26% des logements qui sont à moins de 15 minutes d'une accessibilité à 50 000 emplois, il n'y a que 20% des logements construits qui sont dans ce schéma-là.
et qu'on a pas mal de logements ici qui sont construits en production neuve, assez loin des emplois. Ça, c'est une logique qui n'est pas très encourageante pour le futur. C'est-à-dire qu'en fait, on durcit la contrainte qui sera liée à la décarbonation. Et par ce développement du territoire, on induit en fait une dégradation du bilan carbone. Voilà, on peut le regarder aussi sous l'angle transport en commun. Et là, le territoire d'Aix-Marseille est vraiment Aix-Marseille-Provence est vraiment un territoire de ce point de vue-là qui pêche de son très grand étalement et d'un réseau de transport en commun qui est peu efficace. Or, c'est une des clés de la décarbonation. Et là, pour le coup, les évolutions des logements sont contradictoires avec les objectifs qu'on peut avoir. Simplement pour souligner ce que vient de présenter Xavier, il y a des choses assez inédites dans les différents documents qu'il a montrés, notamment les cartes des émissions de gaz à effet de serre, que j'ai montré hier au directeur régional de l'ADEME. Je veux dire qu'il va en faire usage. Parce que ça amène une connaissance, on passe d'une intuition à une connaissance, et avec un outillage qui permet de passer en mode maintenant stratégie, réponse territoriale, parce que l'espace, ça compte. Voilà, pour atteindre les objectifs qu'on a de décarbonation à l'échelle de la métropole, travailler sur l'intensification urbaine est une réponse. Je pense que le ZAN, c'est le sujet de l'intensification. En fait, l'intensification, c'est aussi un sujet de décarbonation, et là, on le montre, parce qu'une fois qu'on a traité l'organisation du territoire, on l'a pour 50 ou 100 ans. Et ça pèse très lourd, finalement, dans les bilans, non seulement, évidemment, consommation d'espace, mais carbone aussi. Donc, on a lancé dans la métropole, dans ce qu'on vous a montré là, un des morceaux, pas mal d'initiatives qui viennent éclairer sous différents angles le sujet de l'intensification et le sujet qu'on aborde aujourd'hui, congestion, mobilité. Est-ce que avec l'intensification, on a plus de proximité ou plus de congestion? On a plutôt tendance à dire on a les deux, plus de proximité et plus de congestion, ce qui ne facilite pas les choses, mais c'est ainsi. Toute cette masse d'analyse, de diagnostic, de compréhension, c'est le marchepied de ce qui va suivre, c'est-à-dire des scénarisations, projeter l'avenir de notre territoire, tester des hypothèses d'évolution de l'intensification et surtout outiller la métropole et ses partenaires de stratégie et de politique publique. À la fin des fins, ce n'est pas une somme de connaissances qui nous intéresse, c'est la transformation de notre territoire pour les objectifs que se fixent nos élus. Et on se dit que l'intensification urbaine est une réponse hyper transversale. Et pour y arriver à traiter cette transversalité, toutes les politiques de la métropole sont à mobiliser. C'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Cette partie maintenant que je veux évoquer très rapidement, c'est le teasing d'un autre morceau de travail qui est en cours, presque en partie fait. Je salue Vincent Tinet qui est dans la salle, qui est un des auteurs principaux, qui a été fait par la gamme, la métropole de l'ère marseillaise, qui va combiner des choses qui ont été montrées par Xavier, mais avec un autre angle. Là, par exemple, le critère de la population plus emploi par hectare. Depuis déjà un certain temps, la densité humaine nette, c'est une forme d'intensité d'occupation de l'espace, quand on additionne les populations et les emplois, et qu'on va croiser avec différents paramètres. Ici, on le croise avec la mobilité et les parts modales, voiture, transport en commun et marche. Et on montre que dans les fortes densités, ce n'est pas une surprise, mais là encore, on le montre de manière graphique et presque indiscutable, les fortes densités, elles permettent de se déplacer autrement qu'en voiture. Et on a une élasticité de 0,2, plus 50% de densité, ça fait moins 10% de part de la voiture dans la mobilité. Et à l'inverse, si on veut utiliser les transports en commun, on se rend bien compte, c'est un truisme, mais là on voit l'effet graphique. Pour utiliser les transports en commun, il vaut mieux habiter ou fréquenter des espaces de densité importante. On voit un seuil qu'il ne faut pas du tout prendre comme un seuil univoque, avec où la densité permet à équivalence l'usage des transports en commun ou l'usage de la voiture autour de 200 habitants et emplois à l'hectare. Je ne vais pas décrire le détail de toutes ces informations, mais sachez que c'est une approche qu'on est en train de poursuivre. Xavier, si tu peux mettre la planche d'après, j'en ai deux autres, parce qu'il y a aussi des contre-vérités sur lesquelles il faut lutter. Autant on se rend bien compte qu'être dans la forte densité
permet d'utiliser plus les transports en commun, autant ce n'est pas la même mobilité qui est celle des habitants denses et des habitants pas denses. Dans les fortes densités, c'est le montre le graphique en haut à gauche, les habitants, ils parcourent pas beaucoup de kilomètres. La distance moyenne des habitants qui habitent les fortes densités est 2, 3 fois, 4 fois moins importante que les habitants qui habitent dans les faibles densités. Ça aussi, on s'en doutait. Pardon. En abscisse, c'est la densité humaine nette, population plus emploi par hectare urbain, donc c'est la densité. Et en ordonnée, tu as la distance parcourue par personne. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce graphique-là, c'est celui d'à côté, qui est beaucoup plus contre-intuitif. C'est que, quelle que soit la densité, en moyenne, alors évidemment, vous avez des mais en moyenne, on ne passe pas plus de temps à se déplacer que l'on habite en forte ou en faible densité. Il y a une forme de rationalité d'occupation de l'espace. Les gens, ils ne sont pas fous. En moyenne, alors, vraiment, il ne faut pas croire que la moyenne est représentative de toutes les situations, ce n'est pas le cas, mais en moyenne, l'occupation du territoire fait que les habitants utilisent leur transport et leur mode de vie avec un temps de déplacement quasi équivalent. Il n'y a donc pas de pénalité à aller vivre dans les faibles densités, même si on fait beaucoup de kilomètres et même si on est coincé dans la congestion. Et ça, c'est un peu compliqué à concevoir et à admettre. Donc, dès qu'on tire des réseaux de transport, dès qu'on allonge le réseau routier, même le réseau de RER ou de TER, dans notre cas, nous, en fait, on dit souvent les gens ils vont gagner du temps. Ce n'est pas ce qui se passe. Les gens ne gagnent pas du temps, ils gagnent de l'espace. On dilate le territoire avec l'offre de transport nouvelle. C'est un peu perturbant, mais c'est comme ça. Donc, il faut faire attention. Le rapport densité-mobilité, il n'est pas aussi simpliste. On peut habiter en forte densité, faire de faibles distances, mais pour autant, on passe le même temps que les habitants des faibles densités. Tout ça pourquoi? Parce que la ville dense est une ville lente. On se déplace moins vite dans les fortes densités, parce que les modes de transport sont ce qu'ils sont, avec la marche. Les transports en commun sont moins rapides que la voiture. Et ça structure l'espace. Et quand on est en voiture dans le secteur dense, la congestion fait que vous n'allez pas vite. Donc voilà, la densité est égale, renvoie à la question de la vitesse et donc l'organisation de l'espace. Xavier, la planche suivante, je pense que je vais les passer très vite. Là, on zoome sur notre territoire, plutôt Marseille-centré, et on regarde à gauche l'offre de transport en TCSP, en transport en commun, dans le métro d'aujourd'hui, et à droite, avec les projets de transport qui sont en train d'arriver. Évidemment, la stratégie aménagement, urbanisme, transport, elle doit s'appuyer sur le réseau d'aujourd'hui, mais aussi sur le réseau de demain, on l'espère. Notre challenge, il est là. Je vois mon collègue de la ville de Marseille qui se marre parce qu'il voit le challenge que ça veut dire, donc ça pique. Mais cette carte, cette comparaison de cartes nous montre des territoires sur lesquels l'action urbaine doit, de manière assez prioritaire, se pencher pour trouver des solutions à la densification, parce que l'offre de transport va faciliter la mobilité des habitants et offrir des opportunités de transformation. Et la planche d'après, ce sera la dernière, c'est des données qui font un peu mal. C'est sur ces zones de bonne desserte d'aujourd'hui, quand on compare les zones de bonne desserte de la métropole de Marseille à celles des autres métropoles, et qu'on regarde quelle est la part de construction sur les 10 dernières années qu'il y a eu dans ces zones de bonne desserte, on voit que sur la métropole Aix-Marseille-Provence, on est à 29% de la construction de logements sur 10 ans dans les zones de bonne desserte. À comparer avec Strasbourg, on est à 66%. Les autres étant sur des proportions intermédiaires. Alors, on n'est pas sur des territoires équivalents, il y a plein de différences qui expliquent tout ça, mais le challenge pour nous, on voit la marche à franchir pour beaucoup plus combiner l'offre de transport d'aujourd'hui et de demain et l'aménagement et l'urbanisme opérationnel ou les capacités qu'on offre aux habitants pour construire. Donc voilà, c'est une manière d'aller un peu plus loin dans la même idée que ce que Xavier nous montrait et peut-être aussi de pointer quelques enjeux très importants sur lesquels on travaille activement, et je remercie beaucoup la gamme pour ce travail. Je passe la parole à ma gauche à notre deuxième agence d'urbanisme, qui est aussi très mobilisée sur notre travail sur l'intensification. Et là, on va aborder la ville du quart d'heure, qui va observer le rapport à l'intensification
un peu du logement, mais beaucoup sur l'offre des services et de l'occupation dans l'espace des équipements qui permettent aux gens de vivre dans un espace de quart d'heure ou pas. Okay. Quelques réactions pour des alliés quand même qui sont hyper intéressantes. D'ailleurs, je me joins à Vincent pour saluer la qualité du travail. Hein. On élabore la métropole et les agents d'urbanisme et les bureaux d'études, enfin tout le monde travaille à l'élaboration des grands documents d'urbanisme qui vont fixer un peu le cap pour les 20 prochaines années. Alors, on parle de SCOT, de PLU, de PLH, de programme de d'habitat, tous ces acronymes, c'est incompréhensible, mais voilà, on fixe un cap. Donc, ce cap, il montre des choses. Bon, alors, tu as montré des aspects très encourageants parfois. Tu as oublié quand même des aspects encourageants, notamment quand même le fait qu'on construise aujourd'hui plus dense que par le passé. Certes, dans des endroits moins denses, ce que tu as bien dit, mais quand même plus dense. Donc, les formes urbaines quand même évoluent quand on part. Ouais. Donc, on a la proportion ne serait-ce que de logements individuels et collectifs, tout simplement sans regarder leur localisation. La part des logements individuels dans la métropole n'a jamais été aussi non. Tout n'est pas si noir que ça, et il y a des aspects positifs et il y a des changements un peu dans les façons d'urbaniser qui sont intéressants. Par ailleurs, on construit, c'est la deuxième grande conclusion, dans des secteurs moins bien placés par rapport aux grands projets. C'est tout à fait vrai, mais c'est là aussi, ça s'explique un peu, le contexte géographique et historique peut apporter des réponses. Une des particularités, on l'a tous signalé, la métropole Aix-Marseille, c'est pas Bordeaux, c'est pas Lyon, c'est une métropole. Déjà, une métropole, c'est une ville mère, donc c'est celle qui va structurer son espace. Mais l'espace qui est autour, l'environnement de la métropole Aix-Marseille, c'est pas le même que celui qu'on observe dans d'autres métropoles françaises, pour plusieurs raisons. La première, c'est sa superficie, 5000 km². Le rôle des reliefs, quand même, hyper important, qui structure l'organisation de l'espace, son fonctionnement. L'histoire de la périurbanisation historique, on est dans un habitat méditerranéen, plutôt avec un habitat dispersé. Regardez les cartes Cassini du 18e, 19e siècle, on voyait déjà ces traces d'habitat dispersé qui se sont accentuées. Et surtout, c'est aussi une des sujets sur lesquels moi je voulais rebondir avec Xavier, c'est le rôle et le poids majeur des zones d'activité dans cette métropole. On construit plus loin des zones d'emploi parce qu'on a un emploi qui est beaucoup moins urbain qu'ailleurs. Aujourd'hui, dans la métropole, c'est près de 50% des emplois qui sont en zone d'activité. Et ces zones d'activité sont plutôt en périphérie. Alors, partout, évidemment, Marseille, 300 000 emplois, c'est pas la même chose que le pôle d'activité des 1000. Mais les 1040 000 emplois, le pétrole, les pôles économiques de la vallée de l'Arc, c'est de nulle part. Quand on fait des pôles économiques de nulle part, on a quand même des personnes qui viennent de partout. Donc, c'est aussi une des raisons qui explique ce phénomène, à mon avis. Et ça, c'est un sujet qu'il faudra quand même qu'on évoque aussi. Deuxième remarque, et après je m'arrête, on enchaîne sur la présentation, mais tu l'as déjà dit, Xavier, c'est une vision économique de l'aménagement du territoire. On sait que l'organisation sociale et spatiale d'un territoire, c'est l'économie, certes, mais ce n'est pas que ça. Tu l'as dit, une des particularités de la métropole qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres métropoles, c'est qu'on a une part d'inactifs qui est quand même assez élevée. Aujourd'hui, c'est 30% de personnes, enfin, on prend les métropolitains, il y en a 3 sur 10 sont inactifs. Retraités, pré-retraités, inactifs. Pas. Ou étudiants ou élèves. C'est quand même structurant aussi dans l'organisation du territoire. Et ce qui explique d'ailleurs, tu l'as dit, qu'aujourd'hui, le motif de déplacement domicile-travail, ce n'est que le 3e motif de déplacement quotidien, à la condition des données de 2019 de l'enquête ménage. Mais quand même, le premier motif aujourd'hui, c'est les achats, les loisirs, suivi des achats. Et enfin, le motif déplacement domicile-travail. Ça relativise un peu toutes ces analyses qui sont. C'est pas une critique, c'est juste pour remettre en contexte. Et dernier point, c'est la question qui nous anime aujourd'hui, c'est comment gérer le paradoxe d'une ville plus dense avec moins de voitures. Alors, ça veut dire où densifier, bien évidemment, à côté des pôles d'emploi, mais ce qui veut dire aussi densifier et mettre des logements, peut-être, dans des endroits où on n'a peut-être pas forcément fait les voir, en tout cas, dans des endroits plus complexes à gérer, qui vont être les zones d'activité, les zones commerciales. On a vu l'exemple, j'en parlerai tout à l'heure, ça fait le lien aussi avec la ville du quart d'heure. L'avenue 83 à Frédéric, c'est un bel exemple, parce que ça a plutôt bien marché, mais ça a quand même des questions quand même du logement, d'activité. Il y en a qui ont essayé de le faire, notamment à la Durande, compliqué quand même. Donc, dans les zones commerciales, n'en parlons pas. Et donc, voilà, est-ce qu'on rapproche les logements des emplois ou est-ce qu'on rapproche les emplois des logements, c'est-à-dire qu'on recrée de l'économie urbaine plus développée qu'ailleurs, sachant qu'aujourd'hui, cette économie urbaine dans la métropole, elle est un peu moins présente. Voilà un peu les grandes questions que je voulais poser, puis sans compter aussi qu'aujourd'hui, il y a quand même un attachement à la voiture
actuelle. À l'automotorisation, je regardais ça dans la métropole, il n'a pas baissé ces dernières années, il a augmenté. 84% d'automotorisation, et depuis l'an dernier en ménage, 2009-2019, il a pris 1 point. Augmenté, mais quand même, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien à la voiture qui s'explique par toutes ces caractéristiques qu'on a vues précédemment. Alors, ça nous amène au sujet d'aujourd'hui, la ville du quart d'heure. Donc, quadrature du cercle entre densité et proximité, vous allez voir que la réponse est pas si simple que ça. Donc, le contexte, Vincent, tu l'as rappelé, hein, donc une volonté d'intensifier, de densifier la métropole dans un contexte de zéro artificialisation nette, qui se développe de plus en plus, qui est en tout cas promu, qui est encouragé, on va dire, par l'État notamment. Donc, il faut refaire la ville sur la ville, ça c'est ancien, il faut l'intensifier. Bon, façon aussi de dire l'intensifier, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, la métropole nous a sollicité, hein, les agents de l'OPA, avec bien sûr les chercheurs, les universitaires, les praticiens de la ville, pour apporter de la connaissance sur ces questions d'intensification. Donc, la ville du quart d'heure, c'est un des sujets, mais il y en a d'autres, hein, l'usage des toits, surélévation. On va faire pour intensifier aussi clairement la surélévation, c'est vrai, totalement. Le lien urbanisme-transport, on l'a vu. L'intensification des usages, l'étude des dynamiques immobilières aussi, qui a été menée, qui est menée en ce moment par la gamme, hyper intéressant aussi. Bon, voilà, donc tous ces sujets qui amènent des briques de connaissances sur la question de l'intensification. Les enjeux, il y en a plein. Intensifier, évidemment, il faut le faire. Intensifier, c'est un plein avantage. Ça pollue moins, on rapproche les gens des cœurs de ville, on rapproche les gens, vous allez voir, des amenités, on rationalise les équipements, on rationalise l'utilisation notamment du transport en commun. Ça pose quand même aussi certains problèmes. Ça pose des problèmes notamment, et ça a été évoqué tout à l'heure par Laurent Staradec, d'acceptation sociale. Souvent, les gens, une fois qu'ils sont installés, ils veulent s'installer, une fois qu'ils sont installés, ils veulent tout qu'ils posent. Donc, densifier, et surtout dans des endroits peu denses, comme ça a été fait récemment, c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut imaginer un modèle qui ne soit pas qu'un modèle de planification, parce que les PLU, les spots, c'est un peu là, mais un modèle plus d'urbanisme concerté, si je puis dire, où il faut associer à un moment donné la population, créer des commissions d'urbanisme. Enfin, il y a plein de sujets qui peuvent se poser et qui peuvent être des réponses. Mais en tout cas, on voit que le sujet est extrêmement complexe. Aujourd'hui, une parcelle se vend en ville avec une maison individuelle remplacée par un immeuble. Je le fais quand même assez régulièrement quand il n'y a pas de foncier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des recours qui sont derrière et c'est assez inextricable. Bon, il y a ce sujet-là, il y a le sujet du foncier aussi, bien évidemment, et de la maîtrise foncière qui est quand même là fondamentale. Et là aussi, et un petit peu ces sujets-là. Donc, la méthode de la ville du quart d'heure, comment on a travaillé? On a travaillé en 2 temps. Parce que les aspects méthodologiques sont assez complexes. Et surtout, il faut avancer. Donc, temps 1, on identifie les centralités de proximité, donc les centralités de la ville du quart d'heure. Et temps 2, hop, on les analyse pour voir un peu les dynamiques et les forces qui arrivent sur ces secteurs-là. Alors, la ville du quart d'heure, une réponse à des évolutions sociétales. Premier sujet, c'est que c'est pas, c'est un sujet, alors c'est un concept qui est très compliqué aussi, hein, c'est des trackers. Parfois, ça va loin, des autistes qui traduisent cette vision-là comme un enfermement de la personne et un contrôle social des habitants. Pour autant, il y a un réseau quand même international qui se développe de ces villes du quart d'heure, popularisé. C'est pas lui qui l'a inventé, en gros, mais il l'a popularisé. Et ça remonte quand même un peu loin. Donc, il y a des villes comme Portland, qui travaille sur la question de la ville du quart d'heure depuis des années. Barcelone, là aussi, avec le modèle quadrillage qu'on connaît tous, ces fameux super blocs, où là, ils veulent développer une hyper proximité à l'intérieur d'un îlot, quasiment. On a Melbourne, qui, lui, dans cette ville-là, elle a traduit cette notion de ville du quart d'heure dans les documents d'urbanisme. Ça, c'est intéressant. Et le Scott, l'équivalent. Donc, ça peut être aussi un sujet de route, on n'est pas là. Ottawa aussi, qui a beaucoup travaillé sur la mobilité douce. Paris aussi, qui a fait beaucoup de choses. Pas forcément facile à comprendre leur méthode, mais en tout cas, ils travaillent beaucoup sur l'intensification des usages. Notamment, on en a tous entendu parler, l'ouverture des cours d'école et les fameuses cours d'école Oasis, où en fait, on diversifie les usages et on ouvre les cours d'école sur le quartier. Ça saute un peu, voilà. Donc,
point de départ de la réflexion, ça a été un peu quand même la crise du Covid, qui a eu aussi des aspects assez positifs en aménagement. On a redécouvert un peu son quartier. En fait, on s'est dit finalement, c'est pas mal d'habiter et de découvrir son quartier, de le faire à pied, c'est assez sympa, les aménités. Et on voit que ça correspond tout à fait à des attentes citoyennes. 78% des Français, ça c'est des enquêtes d'opinion, Obsoco, plébiscite une ville où tout serait à pied ou à vélo. Et il y a un vrai plébiscite sur la proximité aux équipements du quotidien, au commerce et services. Tendance très récente, c'est la partie de gauche. Les Échos, ça s'est sorti il n'y a pas longtemps. Évolution des pratiques commerciales, les grandes surfaces et ça m'a assez étonné. Par contre, des petites surfaces de petits commerces de proximité, pardon, supermarchés, bouchers, primeurs, etc., en dépit de prix plus élevés, ont plutôt la cote, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt une demande forte, quoi. Et tout ça aussi, et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais aussi un peu renforcé par le développement du télétravail, qui a essaimé quand même, voire même si aujourd'hui certaines entreprises reviennent dessus, Amazon, c'est quand même bien ancré en France. On voit que dans la métropole, on a un sujet il y a pas longtemps, un séminaire là-dessus. On voit que dans la métropole, on a 40% quand même des emplois qui sont télétravaillables et seulement 12% des actifs qui télétravaillent régulièrement. Donc, il y a quand même un gap encore important. Mais ce télétravail, il a aussi redistribuer un peu l'écart dans la production et redonner un peu plus de place à la proximité, puisque les gens travaillant chez eux, ils ont plutôt tendance aussi à consommer à proximité de leur domicile. Donc ça, c'était le point de départ. Bon, le concept, je passe rapidement, donc c'est un concept d'urbanisme qui propose le développement d'une ville polycentrique, où la vie à proximité assure une certaine mixité fonctionnelle. Donc en gros, c'est garantir à tous les habitants, quels qu'ils soient, et peu importe l'endroit où ils habitent, un accès facilité à pied, à moins de 15 minutes, aux grandes fonctions essentielles à la vie quotidienne, se loger évidemment, travailler, consommer, se soigner, s'éduquer, se divertir. Vraiment, sur ces notions de proximité, on n'est pas dans la notion de rayonnement, mais plutôt de proximité. Donc les enjeux, bon, on les verra tout à l'heure, mais il y a des notions d'hyperproximité, bien évidemment, de stratégie de réduction des distances aussi, ça c'est extrêmement important. L'enquête ménage, je l'ai évoqué tout à l'heure, a montré, alors on est en 2019, et puis ça s'est accentué, que sur les 10 dernières années, 2009-2019, il y avait une tendance nationale, particulièrement dans la métropole, de démobilité. On se déplace moins, un peu moins longtemps, de façon un peu plus proche, et les temps de déplacement, ça reste encore faible comme mouvement, mais quand même, il y a une tendance qui était déjà antérieure au Covid, qui montrait qu'il y avait une tendance à la démobilité. Là, la dernière base dans cette logique-là. Un autre rapport au temps, on a évoqué le chrono-urbanisme, la philosophie, et donc la multiplicité des usages, l'hybridation, la modularité. Des sujets assez importants en matière d'aménagement du territoire. Alors, la méthodologie très simple, la présente, c'est compliqué. Densité plus diversité égale centralité de la vie du quart d'heure. On s'est dit, en modélisant, en faisant tourner tout un tas de bases de données, on les a traduits en XY, donc on les a géolocalisés. On a d'abord fait une sélection d'indicateurs. Alors, ça peut être critiquable, on peut en discuter. C'est quoi la quotidienneté? C'est un boucher, un coiffeur, un médecin, etc. Donc, on a fait toute une sélection d'indicateurs, de variables en tout cas, qu'on a géoréférencées, qu'on a cartographiées, qu'on a mis ensuite dans des carreaux, les mêmes carreaux d'ailleurs que ceux de Xavier. Donc là, on est en train de faire correspondre à nos bases de données. Et un critère de diversité. Donc, une fois qu'on mélange tout ça, on fait apparaître des centralités de la ville du quart d'heure. Vous allez voir la carte par la suite. Donc, ce sont des secteurs, en fait, qui, assez fins, c'est des carreaux de 200 mètres par 200 mètres, qui répondent aux 6 fonctions essentielles de la vie quotidienne. Donc, on trouve de tout, des équipements, des services, de la santé, de la culture, de l'éducation, etc. Et après, on a déterminé autour de chacune de ces centralités un petit isochrone. Alors, 7 minutes, 15 minutes, c'est une question là-dessus. On a fait 7 minutes à pied. En gros, l'idée étant de dire, on met 15 minutes, en gros, pour traverser la centralité. Donc, ça, ce sont des isochrones. Donc, dans les travaux internationaux qui sont donnés, il y a quand même une notion de consensus autour de ce 7-15 minutes à pied et 500 mètres de rayon. Donc, les échelles d'analyse. Et voilà. Et la cartographie qui apparaît là, qui est intéressante parce qu'elle montre justement ces fameuses 237 centralités de proximité qui sont donc ces lieux qui sont censés offrir, alors ça reste de la statistique, on n'a pas d'analyse qualitative, mais pour autant, ça donne quand même des indications,
237 centralités de la ville du quart d'heure dans la métropole qui structurent un petit peu les besoins du quotidien. Alors, avec différents types de centralités, mais ça, on le verra par la suite. Alors, quel constat, une fois qu'on a dit ça? Le premier constat, c'est que dans une métropole diffuse, étendue, etc., aujourd'hui, la ville du quart d'heure, elle reste à construire. La métropole du quart d'heure reste à construire, dans la mesure où on a aujourd'hui 42% de la population qui vit dans cette ville des courtes distances, dans la centralité et dans la périmètre de proximité, 42%. Alors, c'est aussi lié aux isochrones, on a eu le débat, on peut faire varier un peu les isochrones, ça peut varier les pourcentages. Mais là où on ne s'est pas trop trompé, c'est que quand même, on s'aperçoit qu'on est sur 42% de la population, mais 70% des équipements de consommation. 60% des équipements d'éducation, 70% des équipements de divertissement, 74% des équipements de santé et encore 50% des employés. Donc, ça fait apparaître aussi des communes sans centralité. Ça, c'est quand même aussi intéressant. On retrouve là, pour le coup, les communes périurbaines, voire pour certaines quasi rurales du territoire, la Sainte-Victoire, etc. Donc, il y a quand même 24 qui n'ont pas de centralité, donc c'est 26% des communes qui n'ont pas, c'est la réalité du quotidien. Alors, c'est par exemple le cas, alors là, on a pris l'exemple du Toulonnais, le cas de communes qui sont bicéphales, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a deux centralités. C'est ça, il y a la centralité historique qu'on voit plutôt au nord, et la partie sud qui s'est développée sur un modèle plus commercial. Tout ça fait que c'est éclaté, donc pour aller contre la note, c'est. Voilà. Autre conclusion, finalement, celui-là, il est assez positif, c'est que les centres des villes, évidemment le centre de Marseille et d'Aix, mais aussi les centres des villages, de petits villages, voire de villes moyennes, sont encore, entre guillemets, les bastions de la ville du quart d'heure. Pourquoi? Parce qu'on a regardé tous les périmètres de centre-ville et on les a croisés avec nos centres de la ville du quart d'heure. On voit que sur les 119 périmètres, il y en a quand même 83, donc 70% d'entre eux, qui répondent aux besoins du quotidien des habitants. Donc, toutes les démarches de revitalisation prévues en cours, et notamment des villes, ça va dans ce sens-là, et c'est un vrai sujet de comment on continue aussi à faire venir des habitants, ou refaire venir des habitants, densifier et intensifier les usages, notamment dans le centre. Ça nous a surpris aussi, comme dans une moindre mesure, les quartiers en politique de la ville. Ça, on a été plus étonnés, parce qu'on a toujours un discours quand même assez alarmiste sur les villes, pour de justes raisons, évidemment, notamment sur la question des revenus, etc. Pour autant, dans 66 QPV dans la métropole, 66 quartiers en politique de la ville. Alors, évidemment, oui, bien sûr. Mais ils ne sont pas tous à Marseille. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais on voit quand même que, alors si on prend les 66, évidemment, à Marseille, qui a la particularité d'avoir un QPV en centre-ville, mais bon, même dans les zones, finalement, on se rend compte qu'il y a encore pas mal de QPV qui offrent ces proximités. On voit sur la carte, en Cagnane, on y travaille, c'est un QPV qui n'est pas tout à fait en ville, pas loin, mais qui quand même offre tous les équipements. Et on retrouve aussi des QPV en centre ancien, comme à Pertuis, par exemple. C'est plutôt le côté positif. Alors, une métropole peu dense, certes, mais une métropole quand même avec des densités variables. Et en fait, on se rend compte que dans ces centralités de la ville du quart d'heure, il y a une très forte densité. On a en moyenne à 600 habitants au kilomètre carré dans la métropole. C'est la moyenne, qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est la moyenne. On se retrouve dans nos centralités de la ville du quart d'heure, déjà 9000 habitants au kilomètre carré. 94 habitants à l'hectare, 9000 habitants au kilomètre carré, avec des densités très, très élevées à Marseille, de l'ordre de villes denses, comme Chambéry, 20 000 habitants, ou même Paris, 20 000 habitants au kilomètre carré. Aix, 11 000 habitants au kilomètre carré. Donc, vous voyez, la notion de densité, ça ne commence pas à une échelle macro, ça ne veut rien dire, c'est qu'il faut vraiment descendre dans des échelles fines. Et puis là, on se rend compte que finalement, les centralités de la ville du quart d'heure, elles répondent déjà à ce critère de densité. Ce qui va poser des problèmes, vous le verrez après, notamment sur le lien à la construction de. Alors, critique majeure de la ville du quart d'heure, c'est une ville réservée aux riches, aux bobos, etc. La particularité, encore une fois, de la ville de Marseille, et c'est aussi lié au cas de Marseille, c'est qu'on se rend compte que dans la moyenne des centralités, le niveau de vie médian, il est à 21 900 €, il est à 25 000 € dans le reste de la métropole. Plutôt des prix, des niveaux de vie plus bas dans les centralités de la ville du quart d'heure,
plutôt des prix de vente inférieurs à la moyenne, puisqu'on a regardé aussi les prix de vente dans le neuf et dans l'ancien. Donc, il y a un vrai sujet quand même là-dessus, hein, sur la gentrification. Pas gentrifier, mais on se rend compte quand même qu'il y a de la marge, quoi. Hein. On est quand même sur des. Et 20% de taux de pauvreté dans nos centralités de la ville du quart d'heure. 20%, contre en moyenne 13% dans le reste de la métropole. Ça pose quand même le cadre et on voit que finalement, ben, une fois de plus, on est quand même sur des sujets quand même complexes et une métropole aussi très atypique. On est parlé avec les gens bleus, c'est quoi la différence? Ben, c'est tout simplement le niveau de revenu. Plus c'est bleu, plus c'est bas, plus c'est rouge, plus c'est élevé. Ça commence à 11 000 euros de niveau de vie par individu jusqu'à plus de 40 000 euros. Donc, zoom sur Marseille, hein, on l'a évoqué. Donc, alors, on voit qu'à l'intérieur, donc ça, c'est notre centralité de la ville du quart d'heure, hein, qui ressort très étendue, qui est composée elle-même d'une multitude de sous-polarités. On voit quand même, ben, voilà encore, plus c'est rouge, plus les revenus sont élevés. Et ben, suite à la fragmentation dans le sud de la centralité. Donc, on a parlé du lien à l'emploi, on a parlé du rôle des zones d'activité, mais quand même, là encore, ça relativise un peu tout ça. La densité d'emploi dans ces villes du quart d'heure, dans ces centralités du quart d'heure, elle est quand même relativement importante. On est à 77 emplois à l'hectare dans les cœurs de centralité, un emploi à l'hectare dans le reste de la métropole. Chez un emploi à l'hectare, il ne va rien dire, hein, parce que c'est tellement vaste et tellement étendu qu'en fait, derrière, la moitié des emplois qui vont se retrouver concentrés dans quelques zones d'activité. Mais quand même, une densité d'emploi qui n'est pas négligeable, liée là, cette fois, plutôt à la présence d'équipements, vous allez le voir par la suite, de services, de grande administration, aussi dans le monde productif, mais quand même plus à la marge. Donc, ça pose, hein, comme on disait tout à l'heure, la place aussi de l'économie urbaine hein, dans le devenir de la métropole, hein, en lien avec l'éducation du travail. Et le travail, plus, on l'a vu récemment, ça continue encore, l'évolution du non-salarié, qui augmente très, très fortement encore. Et bien, tout ça plaide plutôt pour une économie plutôt en ville, hein, qui répond davantage aux attentes, notamment des jeunes salariés. Alors, commerce et services de proximité, quintessence de la ville du quart d'heure, bon, ben oui, encore aujourd'hui, malgré le développement des zones commerciales, malgré la concurrence d'Internet, on se rend compte qu'aujourd'hui, pourquoi c'est lié à la méthode, hein, là, on compte une boulangerie compte comme un supermarché, autant nombre de points de vente, en surface de vente. Pour autant, 16 commerces et services de proximité pour 1000 habitants dans les centrales. C'est important. 5 dans la périphérie, hein, dans les quartiers des classes, et 4 dans le reste de la métropole. Donc, il y a quand même cette densité qui fait qu'on a les ferments là, de la ville traditionnelle, historique. Et donc, ce qui pose la question qui a été évoquée déjà tout à l'heure hein, sur l'évolution future des zones commerciales, hein, vous l'avez évoqué. J'ai repris le même exemple. Non, c'est un cas particulier, mais pour le coup, eux, ils se sont dit, ben, nous, on va rapprocher les logements. Et c'est intéressant parce qu'il y a quand même dans nos typologies, je n'ai pas eu le temps de le présenter, mais dans nos typologies de centralité, de la ville du quart d'heure, on a aussi des centralités où il y a toute l'offre de proximité, mais où l'offre en logement est très balbutiante. On trouve certaines activités, vraiment, c'est une personne, etc. Donc là, ça pose un vrai structure en matière d'aménagement du territoire qui n'est pas simple, hein, mais qui pose un sujet. C'est 70 000 visiteurs en 2023 sur la c'est énorme. 60 000. J'ai bloqué. Et en plus, avec, pour le coup, là, ils ont eu. Il n'y a pas de massif. Donc, ça serait. Pas de travail. Ah, si, ben là, oui. Alors, ensuite, on a regardé la vacance, donc l'intensification des usages. Là encore, c'est un levier potentiel. Hein, donc, on a vu beaucoup de centralité de la ville du quart d'heure dans les centres anciens, ben, aussi, ce qui veut dire aussi beaucoup de vacances, hein, en moyenne 15% dans les centralités, 5% dans la métropole. Bon, à l'échelle métropolitaine, c'est 140 000 logements qui sont sous-utilisés, entre guillemets, donc pas du tout utilisés pour les logements vacants, 70 000 et 40 000 sous-utilisés. On le voit de différentes façons. Hein, pour les résidences secondaires, bon, il y a quand même un potentiel important, ce qui pose quand même la question de appartements, maisons, désirabilité, etc. C'est rendre les logements désirables, mais aussi parfois avoir un discours pas simple avec les ABF, parce que c'est pas toujours. Il y a des contraintes parfois pour les rendre désirables, et surtout pour les adapter au mode de vie contemporain.
Voilà. Donc, dernier point qui fait le lien avec aussi ce que montrait Xavier tout à l'heure, hein, on construit plutôt plus loin des zones bois. Est-ce qu'on construit plus loin de la ville du quart d'heure? Ben, malheureusement, oui, puisqu'aujourd'hui, ces centralités de la ville du quart d'heure ne représentent que 7% des logements autorisés sur les 6 dernières années. Si on prend les quartiers vécus, donc autour de ces centralités, 11%. Et donc, sur ces 237 centralités de la ville du quart d'heure, il y en a 96% qui n'ont eu aucune construction neuve. Donc, c'est quand même 40% d'entre elles. Donc, 82% de logements, c'est en dehors de la ville du quart d'heure. Donc, c'est un peu le même constat que précédemment. Mais c'est aussi lié à cette très forte densité qui limite un peu aussi les possibilités, et c'est lié aussi à des autres. Merci pour les présentations. Après, prendre des questions, soit sur le chat en premier, et après pour Dan. Sur le chat, il y a eu plusieurs fois la question du télétravail qui est abordée. C'est un vrai sujet qui a effectivement percuté une partie des analyses, parce que dans les modes de vie, le télétravail permet d'aller habiter plus loin, d'éviter théoriquement des déplacements. Je renverrai à une publication qui va sortir, puisqu'on a effectivement fait, on appelle ça une conversation du futur, juste avant l'été, qui était une prospective de comment l'impact territorial du télétravail pouvait évoluer. L'impact territorial, en fait, énormément d'enjeux dans la vie quotidienne. Les mètres carrés de bureau, les mètres carrés de logement qui sont télétravaillables ou pas, parce que quelqu'un qui peut télétravailler, mais dont le logement n'est pas télétravaillable, il ne va pas télétravailler. L'ADEME nous montre qu'aujourd'hui, le télétravail a déjà un bénéfice assez important sur la décarbonation de la mobilité. Mais on voit aussi, en face de ça, des entreprises qui reviennent sur la capacité à télétravailler. Sans vouloir parler de CMA du côté, mais on était avec 2-3 jours de télétravail par semaine et on est en train de réduire cette tendance-là. On la retrouve dans plusieurs pays. Chez nous, ça commence. On a eu un effet post-Covid où le télétravail s'est très rapidement répandu. Là, maintenant, il y a des régulations sur les entreprises. Donc, se projeter sur l'impact du télétravail, c'est super intéressant, mais c'est plein d'incertitudes. Mais ça croise énormément des problématiques qu'on a évoquées. Ça peut être un faux ami de l'intensification du télétravail. Parce qu'on peut aller sur un logement plus loin du centre en se disant très bien, il me coûtera moins cher, j'aurai plus de surface, mais comme je viendrai travailler qu'une fois ou deux par semaine dans les lignes denses, finalement, c'est pas plus mal. Mais par contre, on étire la mobilité, on participe à une nouvelle vague potentielle de périurbanisation. Donc, voilà, c'est des sujets complexes, toujours mouvants. On ne l'a pas complètement encore regardé de ce point de vue aussi poussé que ce qu'on a fait avec les agences ou avec le FCE et Ville Vivante, mais c'est une problématique qui nous est qui nous est chère parce qu'on la voit très perturbante par rapport à ce qu'on a évoqué. Mais on est preneur aussi d'échanges avec vous si vous voulez. Il y avait d'autres questions qui étaient évoquées dans le chat. J'avais vu le télétravail. Oui, le télétravail, après, c'est des questions plus techniques sur des graphiques qu'on a vus, mais on n'a pas la référence sur Internet. Il y a beaucoup de questions auxquelles M. Tardot a répondu directement dans le chat, qui nous a facilité le travail. Et merci beaucoup encore une fois, M. Tardot, parce qu'on n'a pas tellement respecté l'horaire. Mais bon, une fois n'est pas coutume, ça fait 3 fois qu'on termine à 19h30, on arrivera peut-être le 19 décembre, on verra. Merci beaucoup pour ces présentations passionnantes. J'avais juste une dernière question pour la dernière présentation de M. Berg. Le taux de vacances en photographie comprend-il des logements impropres à la location? Alors, un logement impropre, normalement, il doit être loué, mais en l'occurrence, nous, on récupère les données de la DGFiP, donc c'est les impôts. Donc, forcément, dedans, il y a des logements indignes qui sont. Mais, voilà, donc forcément, normalement, il y a un premier tri qui est fait, mais oui, ça, bien évidemment, ça pose la question des logements indignes, et oui, ça comprend.